Oui, bonjour à tous et tous. Monsieur le Président, je vous demande à l'avance votre indulgence pour une petite minute que je risque de prendre si vous le voulez bien supplémentaire. C'est que, chers collègues, à la vue du nombre et du temps de prise de parole, je vois, j'ose dire, si j'ose dire, qu'il va y avoir encore beaucoup d'eau au débat. Et d'ailleurs, pour introduire mon propos, je dirais que je m'étonne, sincèrement, du dogmatisme sans faille dont font preuve nos amis de l'opposition dans ce dossier. C'est d'autant plus le cas quand je vois à quel point le mot militant semble être ce matin un gros mot, honni, et que le militantisme n'aurait pas sa place dans l'espace politique, voire devrait être écarté des institutions. Mais alors je vous pose la question, comment définir l'intérêt général si on ne rassemble pas les points de vue de chacune et de chacun dans notre espace démocratique? Vraiment, vraiment, ça m'a posé question et j'ai essayé de comprendre. Comme jeune élu, je suis assez fasciné par cette proportion à avoir peur de ces mots, idéologie, militantisme. Et d'ailleurs, je ne doute pas, et je pars du point de départ que vous nous avez dit, Monsieur Pelaez, en décembre, que vous avez aussi à cœur la vie et la protection de notre ressource. Donc, si on se reconnaît mutuellement ce même point de départ, comment se fait-il qu'à l'arrivée, il y ait un tel grand écart et que nous soyons si éloignés dans nos conceptions? Je me suis interrogé et je me suis dit, bah alors c'est bien qu'il y a des pensées politiques, idéologiques, et que vous les défendez et on n'a pas les mêmes, et que donc du coup, vous cherchez peut-être finalement à cacher votre militantisme néolibéral et financier, celui que vous appliquez méthodiquement depuis 30 ans, et qui nous mène aujourd'hui à la crise climatique, l'explosion des inégalités, car Monsieur Colomb, peu m'importe le fait d'être devant Liverpool ou Manchester, quand je vois que les inégalités ont explosé dans notre métropole, et la crise aussi également démocratique que nous avons pu voir pas plus tard que dimanche dernier. Peut-être qu'en fait, vous souhaitez cacher que c'est pas une fatalité, que c'est pas le cours inéluctable de l'histoire qui nous amène aujourd'hui dans cette situation, mais le fruit de choix, de vos choix et des choix que vous défendez encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dois vous avouer que j'ai du mal à les comprendre et que je reste même parfois quoi devant ce déni que les mêmes causes n'ont en réalité pas guéri les effets qu'on peut voir aujourd'hui dans notre situation. Alors, peut-être que je peux laisser un petit peu l'envolée lyrique de mon intervention de décembre et puis répéter le cœur de mon propos, et pour lequel je vais essayer de vous convaincre. Les biens indispensables à la vie, biens essentiels, sont des droits. Et pour nous, ils ont une autre valeur que celle des biens de consommation courante, comme les autres. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Et la recherche de l'optimisation du profit ne sont pas le garant de l'intérêt général ou d'une bonne gestion, comme vous semblez le croire. Nous ne pensons pas qu'il s'agit seulement d'apporter des correctifs, des pansements à un marché libéral et marchand pour prendre en compte cette distinction fondamentale entre biens essentiels qui ont une valeur vitale et biens marchands courants. Il faut installer cette distinction au cœur de notre projet de société. Car aucun pansement, en fait, si on ne fait pas dès le départ cette distinction, n'est assez fort pour empêcher les dérives. Et les dérives qui amènent aujourd'hui, je vous le rappelle, l'eau à être une valeur boursière, l'eau si indispensable à la vie. Le choix de la régie publique, c'est celui-là. C'est l'idée que ce qui relève des droits fondamentaux doit s'extraire de la sphère du profit marchand. Elle se fonde aussi sur cette conviction qu'il nous faut avoir la maîtrise technique pour ne pas se rendre dépendant demain d'un intérêt privé et que cette maîtrise technique relève d'un patrimoine public et collectif qui m'amène à cette considération importante que je voudrais vous partager. Cette incroyable richesse, cette maîtrise technique, elle est où? Elle est chez les agents de la métropole et chez les agents d'eau du Grand Lyon. Ce patrimoine, c'est le leur. Et donc, je voudrais rappeler ici que c'est bien notre priorité de les intégrer et de les faire se rejoindre au sein de la régie dans les meilleures conditions possibles. Je sais qu'ils ont manifesté leur inquiétude, mais je le redis, l'attachement qu'ont la vice-présidente au cycle de l'eau et la vice-présidente aux ressources humaines est entière à ce sujet. En témoigne tout le travail autour de l'accord de méthode qui est en cours. Ensuite, j'anticipe très rapidement la critique sur le coût de transition que j'anticipe aussi qui va nous être fait, qui nous a été fait en commission. Oui, corriger ou bifurquer sur ce qui nous a été imposé à un coût. Moi, je vous invite à considérer le coût qui a échappé à la collectivité quand du jour au lendemain, en 2015, on a pu économiser quasiment 1 euro ou plusieurs centimes d'euros sur le prix de l'eau. Que penser de toutes les années précédentes? Que penser en fait
du différentiel, de ce différentiel qui du coup est allé, disons-le, dans les poches de Veolia, alors même que de 2015, les contraintes sur Veolia dans le contrat n'ont pas diminué. Mais je voudrais essayer de conclure mon propos en allant un petit peu plus en avant dans cette délibération qui est en fait la délibération que nous vous avions promise, qui est les fondations de cette maison à bâtir. Et je crois, Madame la vice-présidente s'était engagée, qu'on vous a largement associé, que là, ça sera difficile de nous dire qu'on vous a écarté du débat démocratique. Un groupe de travail qui rassemble l'ensemble des composantes de cette assemblée, une présentation en commission thématique, un second débat à l'occasion de la présentation de la délibération, et puis même en fait cette délibération d'aujourd'hui en fait qui nous propose, qui nous donne à voir, qui vous donne à voir et qui donne à voir publiquement les travaux engagés et où nous en sommes dans ce travail. D'ailleurs, je veux saluer la conduite de ce travail par la vice-présidente, car nous changeons les politiques. Le président, Madame Vinciane Brunet-Vieira, nous l'a rappelé, le bilan que nous avons depuis un an, mais nous changeons ici, je crois aussi, travaillant à cette régie publique de l'eau, la politique. Dans une très large... Merci d'arriver à la conclusion, Monsieur Groux. Oui, j'y arrive, merci, Monsieur le Président. La très large co-construction difficile et exigeante prouve que c'est possible et qu'on va continuer à faire ce travail-là et je veux vraiment saluer ce travail. Juste deux mots sur le périmètre et la répartition des missions. Je pense que ça place vraiment la régie comme l'architecte de l'ensemble des politiques de l'eau, qui doit être un préalable à toute politique publique, et que ça donne à la régie l'autonomie et les marges de manœuvre nécessaires au bon exercice de ces missions. Ça nous amènera à travailler les enjeux d'une nouvelle relation, celle non pas du public au privé, mais celle du public au public. Et ça s'annonce passionnant. Je vous remercie.